Alors, Mme Mansouri, bonjour. Bonjour, c'est Samir. Merci d'être avec Média 24 pour cette interview qui va porter sur le bilan de mi-mandat. Vous avez été nommé en octobre 2021. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Une question d'ordre général que beaucoup de gens se posent. Comment fait-on pour concilier 2 mandats aussi importants de ministre et de maire? Ça paraît insurmontable pour certaines personnes. Comment vous y arrivez? Écoutez, l'exercice, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation je vous reçois au ministère et je suis ravie, d'autant plus que votre support, je le suis quotidiennement et c'est un support d'excellence et une occasion pour nous de communiquer avec les Marocaines et Marocains au travers de votre support. La tâche n'est pas simple. La tâche n'est pas simple, c'est effectivement 2 fonctions à plein temps. Mais l'avantage avec le ministère dont j'ai la charge, c'est qu'il y a un travail complémentaire entre Marrakech et ce ministère. C'est un ministère qui se veut un ministère des territoires. Et donc il est beaucoup plus facile de concilier entre ce ministère et une mairie qu'entre un autre département, je ne sais pas, que la santé ou d'autres départements où vraiment il n'y a aucune connexion entre la gestion des territoires et de la ville. Donc la tâche n'est pas simple, mais on y arrive. On y arrive et puis il faut beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Il faut surtout, les premiers mois, arrêter sa feuille de route. Et c'est là où l'exercice est le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut faire à la fois d'une ville comme Marrakech, qui a été construite par l'histoire, par ses vocations économiques et qui continue aujourd'hui de connaître un engouement et une attractivité extraordinaire tant sur le plan économique que sur le plan culturel que sur le plan social, et savoir ce qu'on veut faire de ce ministère. Et c'est dans ce sens où très rapidement le conseil de ville de Marrakech a bouclé son projet et son pacte en fait pour le mandat à venir, et nous avons réussi à finir ce pacte en l'espace d'1 année, donc dans les délais réglementaires, et ça a été le premier pacte adopté, et ce pacte-là aujourd'hui on suit sa mise en œuvre. Au niveau du ministère, très rapidement j'ai mis en place le dialogue de l'habitat et de l'urbanisme qui je considérais être les 2 piliers extrêmement importants pour nos territoires. Ce dialogue nous a permis de sortir avec des recommandations. Ça a été un dialogue concerté avec les professionnels, avec la société civile, avec les services extérieurs, ce qui nous a permis de mettre en place une feuille de route. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre et la déclinaison de ces projets d'envergure. Voilà, donc je pense que les 6 premiers mois, c'était effectivement très très difficile. Aujourd'hui, c'est un travail d'évaluation, de mise en œuvre. Et concrètement, comment se passent vos journées? Je ne sais pas, le matin c'est le ministère, l'après-midi c'est la mairie? Non, alors généralement la mairie, quand je suis à Rabat, je fais une mise au point avec mes équipes tôt le matin et en fin de journée. D'accord. Vous déléguez en fait. Pour toujours garder cette connexion avec Marrakech, je délègue, mais je prends aussi des décisions concertées avec le bureau. Vous savez, on appelle ça l'Amal Jama'i, parce que c'est un travail collectif, celui de la commune. On ne travaille pas seul, il y a des élus, il y a des présidents d'arrondissement, il y a les services extérieurs, il y a l'autorité locale, le wali, et donc c'est un travail qui généralement challenge plusieurs représentants des citoyens de la ville. Donc c'est comme ça que je travaille généralement le matin et le soir. Il faut absolument que je sache un peu comment les projets évoluent. Et puis quand je suis à Marrakech, je fais la même chose avec le ministère. Et le reste du temps, j'essaie d'organiser, en plus aujourd'hui des fonctions partisanes, où généralement ça se fait le soir et le week-end pour ne pas impacter les fonctions qui m'ont été et dont j'ai eu l'honneur par les citoyens pour la ville de Marrakech, par Sa Majesté, pour le gouvernement. D'accord, vous n'avez pas, j'imagine, vous n'avez pas des horaires de fonctionnaires, vous terminez tard le soir? Ça dépend en fait. Il n'y a pas d'agenda préétabli parce que moi je ne fais pas un travail à la tâche. Moi c'est beaucoup d'aléas, beaucoup d'effets de surprise, beaucoup de décisions. Vous savez, ce qui est difficile dans la décision politique, c'est qu'il faut prendre la décision rapidement, et on sait que l'impact sera colossal. D'accord. Et donc c'est peut-être la chose la plus difficile dans l'exercice de ces pouvoirs que j'ai. Une question indiscrète, un ministre, une ministre, ça se réveille tôt le matin?
Moi, au-delà de ministre, déjà très très jeune, je suis levée à 5 h du matin tous les jours. Tous les jours. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que une bonne partie de ma réflexion, de mon travail se fait entre 5 h et 8 h du matin. D'accord. Par contre, et c'est normal, physiquement, il faut bien tenir le coup, je dors très tôt, ce qui est souvent incompatible avec l'exercice politique qui se fait tard le soir. Donc là, ne me parlez pas de mon planning de sommeil, il est un peu perturbé depuis quelques années. Voilà. D'accord. Alors, on va passer sur le bilan du gouvernement. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes à mi-mandat. Votre appréciation générale du bilan du gouvernement, quand je dis gouvernement, c'est des 3 partis. Oui. Qu'est-ce que 2 ans et demi après, quel est votre sentiment sur le bilan accompli? Très sincèrement, je considère que le bilan est un bilan satisfaisant. Il n'est pas parfait et je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement au monde qui puisse se targuer d'un bilan parfait. Il n'est pas parfait tout simplement parce que les attentes sont nombreuses, les attentes citoyennes sont nombreuses, les attentes institutionnelles sont nombreuses, mais toutefois, malgré les conjonctures complexes et souvent même oppressantes, des guerres, du post-Covid, qu'on a bien vu impacter toutes les économies, toutes les sociétés, il n'y avait pas de raison que le Maroc échappe à ces conséquences de ces événements indépendants de notre volonté. Nous sommes sortis avec un bilan satisfaisant. Et je pense que ce bilan, s'il est satisfaisant, c'est parce que d'abord, vous avez parlé des 3 partis politiques, d'abord il y a eu une cohérence et un respect et une harmonie dans la prise de décision entre ces 3 partis qui constituent le gouvernement, sous la présidence de Aziz Arnouch, qui a toujours su accorder l'espace qu'il fallait à la discussion, à la réflexion et à la prise de décision. Et je pense que ça contribue énormément. Le fait d'avoir une stabilité politique au sein d'un gouvernement, ça permet quand même de déclencher des dynamiques et des dynamiques importantes et dont on peut aujourd'hui attester le succès par des chiffres. Ce ne sont pas des effets d'annonce ou un discours politicien, loin de là. Nous avions annoncé une amélioration de la croissance et effectivement nous ne sommes pas encore à l'objectif tout simplement parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du mandat, mais nous sommes à 3,2% de croissance en comparaison à 2020 où nous étions à moins 7%. C'est vrai que c'était une conjoncture particulière, mais toutefois quand on compare la moyenne des croissances, je pense que la dynamique et la relance est là. Quand on voit la baisse du déficit, et nous avions fixé comme objectif une baisse de 3%, nous sommes à 4,4 en comparaison à l'année dernière où nous étions à 5,5. Donc je pense que c'est l'un des engagements macroéconomiques de ce ministère. Nous avons installé l'État social, tout simplement. Il y a eu une volonté royale très, très forte de l'installation de l'État social et qui était partagée par ces 3 partis dans leurs convictions et dans leur ADN même idéologique les infrastructures, oui, il en faut. Le Maroc n'a plus rien à prouver. Il a réussi un grand nombre de chantiers, mais il fallait aussi une approche sociale pour renforcer l'humain et le stabiliser dans la société dans laquelle il est et lui offrir des opportunités et des leviers économiques de telle sorte à pouvoir l'intégrer dans une société cohérente. Quand vous voyez que 3,5 millions de ménages aujourd'hui bénéficient d'une aide directe, d'une subvention sociale directe, on parle de 3,5 millions de ménages, c'est 12 millions de Marocains. Quand on voit au niveau de la santé qu'aujourd'hui 22 millions de Marocains bénéficient de l'AMO et la couverture sociale, on sait que ce n'est pas juste un engagement politique, c'est aussi derrière la revalorisation des ressources humaines et ça a été fait sur l'augmentation des salaires, ça a été fait sur la création de plus de 16 500 nouveaux postes au niveau du ministère de la Santé, ça a été fait aussi sur les infrastructures ou les dispensaires de proximité avec le programme d'envergure du ministre de la Santé a permis une nette amélioration. Maintenant, on n'est qu'au début du processus. D'accord. On n'est qu'au début du processus. Vous savez, quand vous déclenchez une action politique et vous exprimez une volonté politique forte de construire l'État social, il y a le moment de la mise en place et le moment du bénéfice. D'accord. Alors oui, aujourd'hui on est conscient que les Marocains qui vont à l'hôpital ne sont pas arrivés, on n'est pas arrivé à 100% des services auxquels on aspire, mais on sait que la dynamique est déclenchée, on sait que les moyens réservés
par ce gouvernement qui ont augmenté, il me semble, de plus de 35% par rapport à l'ancien gouvernement. Et ces moyens, il faut les trouver. L'État social, c'est aussi l'aide au logement, mais je pense qu'on en parlera un peu plus longuement. C'est l'emploi. Et nous avons vu les chiffres du chômage qui ne sont guère rassurants, mais ces chiffres du chômage, il faut les analyser pas par rapport à un pourcentage et une évolution d'une année à l'autre. Il faut les analyser par rapport à la création de ces postes ou l'absence de ces postes. On sait que sur l'emploi dans le secteur non agricole a augmenté et a atteint un chiffre record. Oui, de urbain, 600... vous voulez dire l'emploi urbain? Oui, l'emploi non agricole, non lié au Maroc agricole. C'est 621 000 emplois, c'est un record. Et les emplois qu'on a perdus sont essentiellement dans le secteur agricole, liés à une sécheresse, liés peut-être que là-dessus... Ça compte en centaines de milliers aussi. Oui, malheureusement. Mais la sécheresse est un phénomène qui aujourd'hui est universel, tristement universel. Je pense que le ministre de l'Agriculture, avec le chef du gouvernement, réfléchissent à peut-être une nouvelle manière d'approcher le monde agricole. Nous avons, nous aussi, en tant que ministère de l'aménagement du territoire, nous menons une réflexion sur nos territoires de telle sorte à pouvoir créer de nouvelles dynamiques et offrir de nouvelles opportunités au monde rural. Parce que l'idée, ce n'est pas de vider nos campagnes et de voir une exode rurale se mettre en place. L'idée, c'est de pouvoir garder ces populations là où elles ont toujours vécu, là où elles ont leurs histoires personnelles, là où elles rêvent de faire grandir leurs enfants. Mais il faut leur offrir d'autres opportunités, à côté des opportunités agricoles qui se mettent en place, de l'industrie agroalimentaire qui se met en place, mais créer aussi des opportunités de territoire au travers des documents d'urbanisme, au travers de territoires et de pôles et de centres émergents, de telle sorte à ce qu'il y ait une attractivité économique dans le monde rural qui puisse créer de l'emploi. Mais nous sommes parfaitement conscients que l'un des enjeux majeurs, et généralement c'est l'enjeu de tous les pays jeunes, et notre pays, Dieu merci, est un pays jeune, il est riche en ressources humaines et par une jeunesse ambitieuse, il faut à ce niveau-là aussi, sur la deuxième partie du mandat, faire un travail concerté entre les trois partis politiques pour arriver avec des solutions concrètes. Mais nous sommes conscients qu'il fallait, dès le début du mandat, et ça c'est un vrai succès, adopter une charte d'investissement qui avait été révisée plus d'une vingtaine ou une trentaine, enfin les chiffres sont tellement hallucinants que je ne les retiens pas, et qui n'avait jamais été adoptée. Dès le début d'un mandat, on en a fait un challenge. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus compliqué que de créer consensus autour d'une charte d'investissement parce qu'on est plusieurs départements à être concernés et chaque département a sa vision des choses. Et donc il fallait cette convergence que le gouvernement a réussi par l'adoption de cette charte d'investissement et qui aujourd'hui est complètement mise en œuvre et on voit bien qu'elle contribue énormément à l'attractivité des investisseurs, qu'ils soient étrangers ou marocains. D'accord. Alors, vous parlez du taux de croissance, 3,4%, je crois. 3,2%. Pourquoi, comment d'autres pays africains arrivent à des taux de croissance de 7%? On sait très bien qu'à 3%, ce n'est pas suffisant pour faire décoller un pays. Non. Il faut plutôt 6-7%. D'autres pays africains y arrivent et se développent d'une manière extraordinaire. Pourquoi le Maroc n'y arrive pas à atteindre ces taux? Je vais vous dire, d'abord le taux de croissance, il est calculé aussi par rapport à la croissance de départ, au développement du pays. Oui. Le Maroc est quand même à un stade assez avancé de son développement, donc on attendra, à contrario, vous voyez les pays européens, on est sur des taux de croissance de 1-2%. C'est vrai. Donc le taux de croissance est aussi révélateur d'une histoire économique d'un pays. Donc je préfère ne pas me comparer à ces pays-là. Ça ne veut pas dire que le Maroc ne peut pas atteindre ces taux de croissance. Le Maroc va les atteindre. Et sans vouloir me cacher derrière la conjoncture internationale, je pense qu'avec tout ce qui a été mis en place dans ce gouvernement, si nous n'avions pas subi les effets du Covid, bon, nous les connaissions en rentrant au gouvernement, mais on ne devinait pas la guerre russe et ukrainienne qui avait un impact lourd, si ce n'est que sur le secteur dont j'ai la charge, à savoir l'immobilier, ou l'impact de l'inflation sur les intrants, cette inflation qui a flambé et qui a été sans précédent, ou du moins qu'on n'avait pas vu depuis des décennies, il a fallu la gérer. Et tout l'argent, et c'était un parti pris entre il faut maintenir le cap du gouvernement tout en
ne lâchant pas les Marocains sur leur pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que ce gouvernement, parce que l'argent, vous savez, il faut le créer, c'est l'économie qui le crée. Et ensuite, le budget il doit être équilibré. Alors il y avait nos promesses à nous, mais il y avait derrière aussi tous ces aléas qu'on n'avait pas, qui étaient conjoncturels et qu'on ne pouvait pas anticiper, où il a fallu mettre beaucoup d'argent, notamment sur le transport, comme vous le savez avec la flambée des carburants, c'est 8 milliards de dirhams. L'électricité, pour ne pas impacter le citoyen dans son pouvoir d'achat, c'est 20 milliards de dirhams que nous avons injectés. La compensation, la première année, ça a été 40 milliards de dirhams. Alors aujourd'hui, on redescend à 16 milliards parce que l'inflation a été réajustée, mais tout ça, c'est une politique macroéconomique portée par d'autres institutions, Banque Maghreb, mais portée par une volonté politique, à savoir le gouvernement. Et c'est en ce sens où je vous dis, très sincèrement, s'il n'y avait pas cette cohérence politique, s'il n'y avait pas cette volonté réellement de déclencher de nouvelles dynamiques, à la fois économiques et sociales, par ce gouvernement, il faut se poser la question de s'il y avait un autre gouvernement, est-ce qu'on aurait pu relever les défis comme nous les relevons aujourd'hui. Donc voilà, et avec ça, on n'a pas rompu avec le dialogue social, qui était, comme vous le savez, en dormance, ce dialogue social. Et les partenaires sociaux sont des partenaires essentiels pour le bon fonctionnement d'un État, où qu'il soit. Et nous avons eu le courage, dans cette conjoncture, de maintenir le dialogue social et d'oser l'augmentation du SMIC et du SMAG, et augmenter les fonctionnaires qui n'avaient pas été augmentés depuis longtemps, gérer la crise de l'éducation. Tout ça, je pense que ce gouvernement a su faire preuve quand même de beaucoup de responsabilité, de beaucoup de dignité, et nous sommes ouverts à la critique, nous sommes ouverts à la critique constructive. Nous savons que notre bilan n'est pas parfait et il ne le sera pas. Je vous annonce ça. Parce qu'un bilan d'un gouvernement, c'est par rapport à des attentes de citoyens et citoyennes. Et ces attentes, elles sont légitimes et elles évoluent. Voilà. Alors justement, pour en revenir à l'emploi, le chef du gouvernement avait promis 1 million d'emplois supplémentaires au terme de son mandat, une promesse qui vous engage, vu que vous faites partie du même gouvernement. Vous avez dit vous-même, on a créé 620 000 emplois à peu près. À côté de ça, je ne sais pas combien exactement, mais des centaines de milliers d'emplois ont été détruits dans le monde urbain. Quand on fait le solde, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a été créé comme emploi. Est-ce que vous pensez que cette promesse est toujours d'actualité d'ici 2026 ? Je pense en tout cas, c'est un des objectifs qu'on se fixe. Ça, il n'a pas été reconsidéré et nous ne sommes pas frileux. Et moi, je vous dirais, et ça n'engage que moi, que je suis même optimiste. Quand je vois un programme comme celui de l'aide au logement, vous savez, l'état du secteur, quand j'ai récupéré ce ministère, le secteur était fragile, il était essoufflé. Il subissait la fin d'un programme social depuis décembre 2020. Et vous savez, le marché de l'immobilier, c'est un marché de confiance. Il faut que promoteurs et consommateurs, entre guillemets, à savoir potentiels acquéreurs, sentent que l'État est engagé. L'État n'était plus engagé, ou du moins le gouvernement précédent n'était plus engagé depuis décembre 2020. C'est-à-dire ce programme arrivait à terme. Il a donné ses effets, il a eu un impact positif, il a réduit le déficit en logement. Il n'empêche qu'il y a eu 2 années où il n'y avait pas de visibilité. Et les promoteurs immobiliers avaient besoin de cette visibilité, d'autant plus que la conjoncture a impacté les intrants et il y a la flambée des prix et qui faisait que le secteur commençait non seulement à perdre de l'emploi, il y avait un recul de la vente des ciments, il y avait une baisse des mises en chantier. Aujourd'hui, moins de 6 mois, ou à presque 6 mois du lancement de ce programme, nous sommes sur une tendance complètement inversée. Nous sommes à une augmentation des ciments en comparaison à l'année dernière de plus 21,1%. Nous sommes à l'augmentation des crédits habitat de plus 1,4%. Nous sommes à l'augmentation des crédits bancaires accordés aux promoteurs immobiliers de plus de 4,4%. Nous sommes à la mise en chantier, en comparaison à l'année dernière, de plus de 50%. Et pour être précis, 52% de mise en chantier. Tout ça, c'est de l'investissement. Tout ça, c'est de l'emploi. En plus d'avoir un impact
social positif de la réduction d'un déficit, c'est une relance économique. Et vous savez que l'immobilier, ou du moins le bâtiment, emploie plus de 1,2 million Quand le bâtiment Marocains. va, tout va. Quand le bâtiment va, tout va. Donc j'ai bon espoir qu'aujourd'hui, nous allons commencer à voir les premiers impacts. J'ai vu aussi hier la déclaration de la ministre en charge de la fonction publique et du numérique, secteur économique qui aujourd'hui on voit florissant. Le Maroc a gagné 12 places sur le classement. Aujourd'hui, des groupes comme Oracle sont attirés par le Maroc et se déplacent et forment nos jeunes, en plus d'en faire demain des exportateurs de savoir-faire. Et oui, je reste optimiste. Le chiffre est inquiétant, on est conscient des réalités, les challenges sont durs, d'autant plus que nous n'avons aucune personne n'a de visibilité sur l'année pluviale à venir. Oui. Et si nous avons une autre année de sécheresse, effectivement, les choses seront compliquées. Et si on joue ce jeu d'équilibre, je pense qu'on juge un gouvernement réellement en fin de mandat sur ses engagements de départ. D'accord. Il reste encore 2 ans et demi. Mais donc la lutte contre le chômage n'est pas mal engagée pour vous? Elle est prioritaire. Certains parlent d'échec. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. D'accord. Non. D'accord. Non. Vous avez Non. dit Si nous prenons les chiffres sans contexte, effectivement, c'est mais est-ce qu'il existe un chiffre sans contexte? Est-ce qu'il a un sens sans contexte? Si la conjoncture, les aléas climatiques devaient continuer jusqu'en 2026, il faut trouver des solutions. Oui. Sachant que la sécheresse, et par la volonté de Sa Majesté et ce que le gouvernement a réussi à dégager, c'est quand même une aide de 20 milliards pour les agriculteurs. Nous ne les abandonnons pas, nous ne disons pas le monde agricole est soumis à l'aléa climatique et donc nous observons. Non, non, non. Le gouvernement a pris des engagements avec les agriculteurs et il accompagne le monde rural. Mais je vous dis, aujourd'hui, pas que pour le Maroc, pour le monde entier, la réflexion est au monde rural. Donc la solution, c'est quoi? C'est creuser l'endettement public encore? Si un jour je deviens ministre de l'Agriculture, je vous dirai, nous avons un ministre et un excellent ministre qui fait du travail, qui est présent. Nous avons un chef du gouvernement qui en plus a une sensibilité de ce département-là. Il y a une réflexion. Nous-mêmes, je vous ai dit, au niveau du département dont j'ai la charge aujourd'hui, c'est la principale question. Oui ou non, on ouvre à l'urbanisation. Est-ce que si on n'ouvre pas à l'urbanisation sur certains centres ruraux, est-ce qu'on va pouvoir créer de l'opportunité? Nous travaillons également avec le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Aujourd'hui, les cartes, je ne sais pas comment on dit ça, les cartes hydriques ou hydrauliques vont changer parce qu'il y a le dessalement qui se met en place. Nous ne sommes pas dans l'expectative. Sur le bilan de l'eau est un bilan extraordinaire. Nous avons pu rattraper un retard qui était un retard cumulé et injustifié. D'accord. Cumulé et injustifié. D'accord. Pardonnez-moi, dans votre ville, il n'est pas exclu qu'il y ait des coupures d'eau. Bien sûr, bien sûr. Dieu merci. Dieu merci. Qui est la vitrine du Maroc. Oui, oui. Dieu merci. Le ministre en charge de ce lourd secteur m'a beaucoup rassuré par rapport à cette année. Mais Marrakech ne peut pas se contenter d'être rassuré par rapport à cette année. Ensuite, il y a, vous savez, l'OCP qui lance son projet de dessalement, il y a ESFI, il y a Rahamna. Tout ça est rassurant. Nous aurons, comme nous avons pu avoir cette autoroute de l'eau qui a apporté beaucoup d'espoir, nous aurons d'ici les années à venir des solutions qui vont impacter le monde agricole. Parce qu'on ne peut pas se priver d'un grenier. Est-ce que vous imaginez demain qu'il n'y ait plus de fruits et légumes sur les étalages marocains? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un touriste qui va à l'hôtel au-delà du tourisme, est-ce qu'on peut vivre sans un grenier dans un pays en sachant qu'on assure d'autres pays ne le réussissent pas aujourd'hui? Vous avez vu, la guerre d'Ukraine a impacté même des pays européens sur un certain nombre de produits. Ça n'a pas été le cas du Maroc. Ça n'a pas été le cas du Maroc. Donc nous avons une politique agricole qui n'a pas démarré avec ce gouvernement, qui n'a pas démarré avec l'ancien, qui est une volonté, aujourd'hui on peut dire décennale, et qui commence à porter ses fruits. Elle est confrontée à une difficulté, on a trouvé des solutions et nous sommes en train de les mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a plus d'espoir que de pessimisme à avoir. D'accord, donc pour Marrakech, vous excluez toute coupure d'eau éventuelle dans les années à venir? Je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas et je pense qu'on n'y arrivera pas. Marrakech gère déjà l'irrigation de tous ces espaces verts et nous avons lancé le dernier marché il y a un mois
pour l'extension du réseau de la réutilisation des eaux usées, de telle sorte à ce que la Palmeraie, les espaces verts de la ville, les golfs ne soient pas irrigués par l'eau potable. Nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui à mettre en place des bornes de telle sorte aussi à pouvoir donner aux hôtels et aux propriétés privées d'importance l'accès à ces eaux usées moyennant une cotisation et de telle sorte à ce qu'on puisse déjà réduire cette charge de consommation. 2030, la Coupe du Monde, on n'imagine pas de se retrouver encore une fois avec des coupures d'eau à Marrakech pour l'horizon 2030 de la Coupe du Monde. Alors, je vais vous répondre très sincèrement. Moi, je ne suis pas voyante, hein. Je suis une femme politique. Je ne l'espère pas d'ici 2030. Je pense que les stations de dessalement auront bien avancé, hein. Vous avez vu comment le rythme effréné avec lequel le ministre a rattrapé, comme je vous le disais, hein. Et je le dis et je le redis, a rattrapé un retard parce que c'est vraiment la négligence dans la gouvernance de ce dossier aujourd'hui nous a mis en difficulté, mais l'espoir est là. Puis vous savez, moi je suis Marrakchi et en bonne Marrakchi je suis toujours optimiste et Marrakech organise, allez, on est à plus de 600 événements internationaux par an. Donc la Coupe du Monde, oui, on est heureux, c'est un grand événement. Ce sera un événement festif, mais je ne m'inquiète pas outre mesure pour le Maroc. Il a toujours su organiser des grands événements. Et surtout, le challenge fait qu'il y a une véritable convergence. Nous avons déjà tenu des réunions avec le président de la fédération, le ministre de l'Intérieur, les différents ministres concernés pour qu'il y ait une convergence dans le travail et arriver à cette échéance au plus haut niveau de ce que peut donner notre pays. Vous n'êtes pas ministre de l'Agriculture, vous le précisiez tout à l'heure, mais est-ce que apparemment un programme spécial d'emploi pour le monde rural est en train d'être mis en place? Est-ce que vous avez des informations sur ce programme? Non, il n'a pas encore été présenté aux membres du gouvernement. Généralement, c'est l'usage et c'est normal. Un ministre prépare, il se concerte et puis après, il y a la décision politique et puis l'adoption au niveau du gouvernement. Donc, je n'ai pas encore d'écho sur ce... Mais ça ne m'étonne guère que le gouvernement travaille là-dessus. Mais je sais, par contre, que nous avons tenu une réunion avec le chef du gouvernement sur l'exigence de création d'emplois de tous les secteurs. Et je vous dis, les chiffres du secteur dont j'ai la charge aujourd'hui sont extrêmement rassurants grâce à cette visibilité que nous avons pu donner, qui a rétabli la confiance. Si vous voyez les chiffres des agences urbaines, vous verriez à quel point aujourd'hui il y a une dynamique de mise en chantier qu'on ne voyait plus. Et il ne fait aucun doute que cela est lié au programme d'Msaken, mais aussi, et pas que d'Msaken, aussi par la volonté que nous avons eue dès le départ à mettre en place des documents d'urbanisme. Aujourd'hui, il faut savoir que quand je suis arrivée, quasi aucune des grandes villes qui connaissent la plus forte pression, à part Casablanca, dont je n'ai pas la charge, hein, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère Casablanca, mais sur les autres villes, nous n'avions quasi zéro plan d'aménagement. À titre d'exemple, Rabat, où nous sommes aujourd'hui, depuis 1998, n'avait plus de plan homologué. Il est en cours d'adoption. Et il est passé par toutes les étapes. Il est opposable au tiers. Et ça donne de la visibilité. Parce que quand vous avez un foncier, que la dérogation n'existe plus et que vous n'avez pas un document qui donne sa vocation, c'est un foncier en dormance. Aujourd'hui, le fait d'adopter ces documents, Marrakech, idem, Tanger, idem, Fès, idem, nous avons adopté 36 plans d'aménagement sur les grandes villes. C'est un exploit. 258 documents d'urbanisme ont été adoptés en l'espace de 2 ans et demi. C'est un véritable exploit, croyez-moi, que la concertation qu'il y a en amont des documents d'urbanisme fait que le processus est tellement complexe qu'il aboutisse difficilement. Nous en avons fait aboutir 258 par la simple volonté de mettre en place de la visibilité pour le propriétaire. Vous semblez jeter la pierre par rapport à votre prédécesseur, à dire que rien n'a été fait auparavant. Ah non, en rien. D'abord, ma prédécesseur, et c'était une femme, et je suis très heureuse de voir que 2 femmes, ça ne me ressemble pas. J'ai commencé mon propos en disant, alhamdoulilah, le Maroc a tellement d'acquis. Et je pense que nous avons réussi des chantiers extrêmement lourds. D'infrastructures, de projets, de programmes stratégiques. Je ne suis pas femme à me cacher derrière, mais généralement, ceux qui sont dans cette logique, c'est des gens qui n'ont rien produit. Moi, ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, j'ai un bilan, je le défends. D'abord, ma prédécesseure a manqué de chance, hein. Elle est arrivée dans une conjoncture terrible qui était celle du Covid. Et pour un département comme celui-là, où il faut aller
sur le terrain et comprendre les attentes. Elle travaillait derrière un ordinateur et malgré ça, elle a réussi un certain nombre de choses. Maintenant, force est de constater que sur l'aide au logement, effectivement, bon, peut-être que la conjoncture ne le permettait pas, mais je pense que l'approche concertée, vous savez, valoriser son bilan ne remet en question en rien ceux qui m'ont précédé et qui, je pense, ont été aussi dans l'engagement et voilà. C'est juste que réellement, je pense que sur ces 2 années et demie, ce département a de quoi aujourd'hui se targuer d'un bilan positif. Vous prenez les chiffres de Ville sans bidonville, qui est un programme déclenché depuis 2004. On va y arriver justement. Alors justement, on va passer après les interrogations, les critiques. Quelles sont d'après vous les grandes réussites de votre gouvernement? Est-ce qu'il y en a déjà et quelles sont-elles? Oh, il y en a. D'abord la première chose, et ça nous manquait ça, d'avoir un gouvernement où les gens ne se tapent pas dessus. D'accord. Voilà. Et je pense qu'une cohérence politique, c'est vital. D'abord, ça dégage une image rassurante sur ce qu'est la politique dans notre pays. Et les Marocains ont besoin de se réconcilier avec la politique. Et nous sommes tous effrayés à l'idée d'abstention et vous savez que c'est un indicateur important. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de montrer une image rassurante de gens cohérents, respectueux, dans leurs divergences de point de vue. Des fois, hein, je ne suis pas en train de vous dire on est des bisounours. Là, on peut dire que pendant les 10 années qui ont précédé ce gouvernement, ce n'était pas le cas. On peut le dire. Moi, j'étais dans l'opposition, donc vous savez, c'est un constat que vous faites et que beaucoup de gens ont fait, y compris des membres du gouvernement, hein, et même publiquement. Hein, c'était un secret pour personne. Mais oui, la cohérence politique aide beaucoup. Le respect des uns et des autres dans leurs prérogatives aide beaucoup. Donc ça, c'est la première réussite, oui, c'est une réussite parce que c'est ce qui a permis de faire face à des crises. Et des crises, nous en avons connu. Nous avons connu la crise du pouvoir d'achat liée à l'inflation. Nous avons connu la crise des enseignants. Ouais. Et il fallait une solidarité et une réactivité et un sens de l'écoute des uns et des autres. Donc oui, ça a beaucoup permis d'avancer sur des chantiers importants. Les chantiers importants, je pense que... L'inflation, c'est une réussite. Faire baisser l'inflation, des pays européens, ils ne sont toujours pas arrivés. Oui, les pays européens, d'autres pays, la Turquie, qui connaissaient, oui, c'est une réussite. Vous pensez que c'est durable? L'excellente gestion des finances publiques, oui, entre la ministre des Finances et le ministre du Budget, ce qui nous a permis quand même d'augmenter nos recettes de plus de 300, il me semble, je ne vous donnerai pas de chiffres pour ne pas donner de chiffres exacts, hein, ma mémoire me fait défaut, mais enfin une augmentation des recettes conséquentes qui nous ont permis de maintenir l'équilibre social du pouvoir d'achat par toutes les compensations dont je vous ai parlé sur l'électricité, sur les produits de première nécessité, sur le transport, sur les agriculteurs, mais qui, en même temps, nous a permis de dégager les moyens pour pouvoir déclencher de nouvelles dynamiques. Alors, les grands succès, il y a d'abord l'État social. Très sincèrement, moi, j'ai toujours une sensibilité très forte. Hein. Le sens même de mon engagement politique a été pour les Marocains et pour pouvoir réduire ces disparités des fois insupportables entre deux Maroc. Et le fait de pouvoir dire que ce gouvernement a réussi en cohésion, sous l'impulsion de Sa Majesté, réussi à déclencher sur la première partie de son mandat ces subventions qui peut-être connaissent encore quelques réajustements. Hein. C'est des outils qu'on met en place. Le RSU, ce n'est pas le Coran. Le RSU, c'est un outil qui fonctionne bien, qui a permis de libérer aujourd'hui un certain nombre d'aides directes. Quand je parle de la santé, on est tous des êtres humains et nous connaissons dans nos santé des moments, des fragilités ou autour de nous. Et on sait qu'à ce moment-là, rien n'est plus important que la prise en charge médicale. Et elle passe avant tout. Et je pense que... Pardonnez, pour l'instant, l'offre médicale n'est pas au niveau. Vous savez très bien que les gens qui ont de l'argent ne vont pas dans les hôpitaux, ils vont dans des cliniques. Oui. C'est l'opportunité qui est offerte aujourd'hui avec cette couverture sociale. En attendant que l'État puisse former
et c'est toute la problématique de la formation, nous avons un déficit en médecins. Oui. Et des médecins qui sont formés de façon exceptionnelle, le monde entier se les arrache. Et ils s'en vont. Une bonne partie d'entre eux. Malheureusement, ils s'en vont. À cause de salaire et de conditions de travail. Oui, malheureusement. Et pourtant, Dieu sait que ce pays a tellement plus d'opportunités à donner que d'autres qui se disent plus développés. C'est vrai, tous les chefs de service à Paris sont marocains, enfin de grands chirurgiens. Oui. C'est quand même... C'est tout le challenge que gère aujourd'hui le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur dans le dialogue avec les étudiants. C'est de faire comprendre que quand un État vous forme, il est normal de le servir. Et je pense que ce déficit, il faut qu'on y arrive. Et les mesures qui ont été prises dans ce sens. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de votre mandat, plusieurs grands hôpitaux, CHU, sont en cours de construction? Je pense à celui de Rabat. Oui, il y en a trois. Il y a Tanger qui a été inauguré par Sa Majesté. Il y a Rabat. À Marrakech, nous avons la chance déjà d'avoir un CHU. Quand est-ce que les Marocains pourront bénéficier d'une offre médicale à la hauteur, tout simplement, à la hauteur de celle qui est dispensée dans les cliniques, mais qui est très, très onéreuse? Quand on aura beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'infirmières, ça serait prétentieux. Est-ce qu'il va y avoir une nette évolution d'ici 2026? Inch'Allah, oui, je le souhaite et je l'espère. Et je pense qu'au-delà de mes espérances, tout est mis en place pour arriver à d'excellents résultats d'ici 2026. Mais enfin, d'ici 2026, il y a 2 ans et demi, et former des générations entières de médecins, ce qui est important, ce n'est pas tant ce résultat-là, c'est le cap et le courage qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme qui n'est pas facile, et vous le voyez aujourd'hui sur les divergences de point de vue entre étudiants et départements concernés, mais le dialogue est encore ouvert et doit rester ouvert, et tout le monde doit rester engagé pour la réussite de ce grand programme, oui. D'accord. Mais ça nécessitera des années de construction. Mais on voit déjà que sur l'infrastructure, il y a eu un effort de fait. Un énorme programme, il me semble, de 400 ou 410 centres de santé de proximité. Et croyez-moi, moi qui travaille dans la proximité à Marrakech, le centre de proximité, c'est le premier point des patients. Ils vont dans cette proximité-là. Donc, mettre à niveau les centres de santé, pouvoir lever créer plus de 610 000 nouveaux postes, revaloriser le salaire des médecins qui effectivement et du corps médical, tout ça contribue à une excellente gestion de la santé. Maintenant, un système de santé ne se construit pas en 5 ans. D'accord. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que les bases sont placées. Alors vous qui êtes natif de Marrakech, après le tremblement de terre, on a vu qu'il y avait plusieurs déserts médicaux finalement. Dans les montagnes, il n'y a pas où se soigner. Alors je vais vous dire. Moi, je suis une enfant de Marrakech et ces montagnes-là, j'ai grandi dedans. Oui, on vous a vu faire la tournée après le tremblement de terre. J'ai grandi dedans comme n'importe quel Marrakchi. Nos week-ends, quand on était à l'école, se faisaient dans ces montagnes. Donc c'est des populations que je connais. Il ne faut pas comparer les populations des montagnes aux populations de l'urbain. C'est des populations qui sont très dispersées. Oui. Et malgré ça, s'il y a une fierté à tirer de ce drame, et mon Dieu, qu'est-ce que cette phrase est dure à dire, parce que ça a été un drame humain terrible. Dans ce drame, ce qui nous a rassurés en tant que Marocains, c'est que nous n'avons eu besoin d'aucun médecin venant d'un autre pays. Les médecins marocains se suffisaient. Au-delà de ça, le ministre de la Santé me disait que c'est les ressources humaines régionales qui ont géré la crise. Et ça, c'est énorme, parce que ce n'est pas un événement anodin. Ce n'est pas un événement anodin. Et sur un territoire qui n'est pas anodin. On ne peut pas comparer les plaines aux montagnes. D'accès. Il m'est arrivé en post-séisme de faire 2 heures de route pour arriver sur un petit douar de 30 ménages. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces populations? Est-ce qu'on les rapproche au centre et on les déracine? Est-ce qu'on les laisse là-bas et on construit des équipements extrêmement coûteux pour 30 ménages? Alors, c'est quoi la solution? Des unités mobiles? Oui, il y a les unités mobiles. Les populations se déplacent parce que ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, on ne peut pas couvrir tout le monde, mais il y a des centres. Il y a des centres ruraux d'importance où vous retrouvez tous ces équipements. D'accord.
tous ces équipements. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas soignés, ce n'est pas vrai. Il y a eu un effort colossal de fait. Ce qui est très positif, c'est que nous n'avons eu besoin que de nos ressources pour gérer notre crise. Et ça, réellement, c'était dans ce drame humain et géologique, on a senti une solidarité, on a senti l'implication, on a senti que le corps médical privé et public ne faisait corps et n'était qu'un face aux besoins. D'accord. Une dernière question sur le gouvernement. Aujourd'hui démarre la décompensation partielle du prix du gaz. La bouteille de gaz passe de 40 à 50 dirhams. Vous ne pensez pas que ça va faire beaucoup de mécontents parmi les couches défavorisées? Si, bien sûr, personne n'est heureux d'accueillir une augmentation. D'accord. Personne n'est heureux d'accueillir cette augmentation, d'autant plus qu'on est à la veille de l'Eid el-Kébir et vous voyez tout le débat autour du prix des moutons. Donc personne n'est heureux d'accueillir cette nouvelle. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement, d'abord c'est une augmentation qui a été réfléchie. Partielle. Elle est partielle, elle sera évolutive justement pour qu'il n'y ait pas un impact direct et qu'elle s'est faite après que le gouvernement ait mis en place les aides. Donc ça va effectivement augmenter, mais ça, le citoyen et le ménage a déjà été allégé du fait de l'implication de l'État. Vous y souscrivez, les trois partis la soutiennent, j'imagine. Écoutez, vous voulez que je fasse du populisme et je dis est-ce que vous pensez qu'on l'a fait de gaieté de cœur? D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est pour nous une décision facile? Mais il y a des décisions, si on est des gens responsables, il y a des décisions qui ne sont pas faciles, mais il faut les prendre. Je comprends. Et il faut en assumer toutes les conséquences et derrière mettre en place des mécanismes de telle sorte à accompagner au mieux les populations.